6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas, c'est Le Monde, Axel de Tarlet, c'est l'Écho, Eva Rock, c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Parfait. On commence avec vos quotidiens nationaux. C'est peut-être La Croix qui résume le mieux ce matin l'origine de bien des problèmes de notre époque. Entre riches et pauvres, le fossé se creuse et désormais dans notre monde déséquilibré, les 1% les plus riches détiennent plus de la moitié du patrimoine mondial. D'un univers à l'autre, Le Monde fait sa une sur l'emploi, le plan d'urgence électorale de Hollande. Parmi les plus sévères sur le sujet, il y a l'humanité. Le MEDEF en a rêvé, le président le propose, baisse des protections des salariés et mise en cause du code du travail. De l'autre côté de l'échiquier, l'opinion n'est pas plus tendre, dénonçant une politique à fond perdu. Hollande fait encore les yeux doux aux entreprises, retient aujourd'hui en France. Jeux, 7 et matchs truqués. Libération nous parle de la triche dans le tennis, on l'évoquait avec Jérôme Lacroix. Et puis alors qu'à la longue liste des disparus de ce début d'année vient s'ajouter Michel Tournier, à qui le Figaro rend hommage, Libération toujours s'interroge. Pourquoi meurt-on plus en janvier ? Bowie, Delpech, Boulez, Galabru, auquel on peut ajouter ce matin Glenn Frey, le fondateur du groupe Eagles, c'est l'hécatombe et les statistiques sont implacables. Alors, explication la plus intuitive, la grippe. Bon, sauf que là, quand même, il fait très doux depuis le début janvier. Ça fait 2-3 jours qu'il fait froid, donc ça colle pas. Autre hypothèse, le stress lié aux fêtes de fin d'année, le report des consultations médicales pour éviter de gâcher la fête, ou les problèmes de sous-effectifs dans les hôpitaux pendant la trêve des confiseurs. Bon, une fois qu'on a eu l'article, on ne sait pas trop pourquoi on meurt plus en janvier, mais c'était quand même bien essayé. Je peux aussi vous signaler l'hommage de Paris Match à René Céline Dion, seule sans René, histoire d'un amour fou. Bon, sinon personne n'aurait une blague à raconter là, parce que franchement la presse ce matin, non. Ouais, c'est Non. pas Moi joli. j'ai une théorie, c'est pas parce qu'on est prévenu de tous ces morts avec les alertes, non ? Des alertes. Alors que les alertes qui tombent sur notre téléphone portable, il y a 10 ans on ne savait pas tous ces morts qui tombaient en janvier. Et puis je crois savoir qu'il y a plein de gens pas connus aussi qui s'en vont tous les jours. Bon, bah voilà, l'ambiance est Voilà. voilà. Bref, allez, est-ce qu'en une des régions c'est plus riant ce matin ? Eh ben pas vraiment. Il est question d'emploi aussi avec le plan de Xavier Bertrand dans le courrier Picard. Xavier Bertrand qui prévoit notamment une prime de 20 € pour les salariés gagnant moins de 2 SMIC et habitant à 30 km de leur travail. Dans Sud-Ouest, Michel Alliot-Marie touché mais pas coulé, titre à la une. Alors que l'ex-ministre est accusé de complaisance avec les casinotiers, elle brigue la présidence des Républicains dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis pas peu fier, l'Alsace ce matin. Rigvir, déclaré plus beau village de France par l'association des agences de voyage et tour opérateurs japonais, à égalité quand même avec Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot. Saint-Cyr-la-Popie, dis donc. L'histoire s'appelle l'hypopète. L'histoire du jour, c'est du chocolat. Alors, c'est pas du chocolat aux amandes, c'est pas du chocolat aux noisettes, c'est pas du chocolat à la pistache. Non, c'est beaucoup moins digeste que ça. Ouais, mais la déclinaison n'en est pas moins intéressante. Chocolat au boulon, chocolat aux vis, chocolat aux pièces de monnaie, aux rondelles de plastique. Et oui, je vois Axel de Tarlet qui fronce les sourcils. C'est la façon dont une employée de l'INT à Oloron-Sainte-Marie a dit pendant plusieurs années son mécontentement de ne pas avoir été embauchée après 23 ans en tant que saisonnière. Premiers agissements en 2014, du coup le chocolatier a rappelé des millions de boîtes, fait installer tout un dispositif de surveillance, caméras, portiques de détection. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés avec succès. Plus rien donc, jusqu'à l'an dernier, de nouveaux boulons, de nouvelles vis détectées dans les boîtes, mais cette fois le contrôle a fonctionné, l'employé a été identifié, condamné à 1 an de prison avec sursis. Maintenant l'INT lui réclame plus de 500 000 €. Décision de justice là-dessus au mois de juin. Voilà, ça fait la une de la République des Pyrénées et on comprend pourquoi on dit que le chocolat c'est pas bon pour les dents. Vous allez croquer un boulon quand même. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, la Turquie et la main de fer du président Erdogan. Ouais, un président qui goûte assez peu la critique décidément. Et sa dernière cible, c'est le leader du principal parti d'opposition carrément. Il s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu. Et il n'hésite pas à traiter le chef d'État de dictateur de pacotille. Et, nous l'avons déjà dit dans ce kiosque, en Turquie, insulter le président, c'est un délit, on ne plaisante pas, vous risquez jusqu'à 4 ans de prison et une enquête donc est ouverte. Dictateur de pacotille, alors pourquoi une telle formule, une telle colère de l'opposition ? Bien parce que Erdogan a fait arrêter et placer en garde à vue une vingtaine d'universitaires turcs. Leur tort ? Eh bien, avoir signé un texte avec plus d'1 millier de personnes, des intellectuels, un texte pour la paix qui dénonce, je cite, les massacres de l'armée contre les Kurdes du PKK au sud-est du pays. Erdogan considère cette région comme un foyer du terrorisme. Et depuis, les universitaires ont été relâchés, mais ils risquent toujours des poursuites. Et à Washington ou à Paris, eh bien, les chancelleries se disent
préoccupés ce matin. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les campagnes de harcèlement, de représailles contre des intellectuels considérés comme des traîtres. Un climat un peu de chasse aux sorcières actuellement en Turquie. Je vous signale d'ailleurs cette tribune parue dans le journal Le Monde, intitulée « Monsieur Erdogan, cessez votre offensive contre la liberté de recherche et d'enseignement en Turquie ». On ne sait pas si c'est le mot dictateur ou le mot pacotille qui l'embête le plus finalement. Je vous laisse choisir. Bon, je vais pas aller en Turquie dans les prochains mois. Moi. Peut-être un peu des deux. Axel de Tarlé, pourquoi nos départements sont au bord du gouffre? C'est la une intrigante d'aujourd'hui en France. Alors là, en cause tout simplement, c'est le financement du RSA qui est payé par les départements. Eh bien, avec la crise, le nombre d'allocataires a énormément augmenté, plus 44% en 6 ans. Le RSA a également été revalorisé, ce qui fait que c'est devenu le premier poste de dépenses des départements, qui est 9,4 milliards. Ça a quasiment doublé en 10 ans. Et le problème, c'est que autrefois, il y avait l'État qui aidait les départements à payer le RSA. Et l'État, vous savez, donnait des sous aux départements. Voilà. Et l'État paye de moins en moins. Les dotations de l'État ont diminué jusqu'à 90% selon les départements. Et donc, les départements se retrouvent totalement coincés parce qu'il faut bien qu'ils payent le RSA, mais ils ne reçoivent plus l'argent de l'État. Et donc, que font-ils, les départements? Oh là, ça va être pour nous, ça. Exactement. Voilà. Et donc, hier, il y a 4 départements de la grande couronne parisienne qui ont annoncé la douloureuse. Donc l'Essonne, alors du coup, ils n'ont pas 36 impôts, et c'est les impôts locaux, les départements. En l'occurrence, ils vont augmenter la taxe foncière, qui est la taxe payée par les propriétaires, pas par les locataires. C'est la taxe d'habitation par les locataires. Donc hier, le département de l'Essonne a annoncé que la taxe foncière allait augmenter en moyenne cette année par ménage de 70 €. Le Val d'Oise, plus 24 € par foyer. Seine-et-Marne, plus 42 €. Yvelines, plus 125 €. C'est énorme. Boum. Et alors, les présidents de ces départements disent, parce que c'est les présidents des Républicains, ils disent attention, c'est à cause de Hollande, c'est parce que Hollande nous a coupé le robinet et nous impose des dépenses. Mais plutôt que d'augmenter la fiscalité, il n'y avait pas aussi des économies à faire? Alors voilà, mais alors ils disent, ces départements, 90% de nos dépenses sont contraintes parce qu'on a les collèges, on a les voiries, on a les aides aux personnes handicapées, les aides aux personnes âgées. Alors effectivement, ils suppriment les subventions dans tout ce qui est culture et transport, mais on voit quand même les limites de ce système social où vous avez de plus en plus, avec le chômage, de plus en plus d'indemnisations à verser et malheureusement de moins en moins de travailleurs qui payent les cotisations. C'est ce qu'on appelle un redoutable effet de ciseaux. Et Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, déclare: nous allons entrer dans une guerre totale avec l'État. Ambiance. Le divan sur France 3 à 22h30, c'est présenté par Marc-Olivier Fogel et c'est Eva Rock qui en parle le mieux. Je sais pas, mais en tout cas, on ne l'avait plus entendu depuis mai 2014 et son éviction de l'UMP après l'affaire Big Malion. C'est Jean-François Copé et qui fait sa rentrée, lui aussi, avec un livre en librairie. C'est le générique de l'émission? Oui, c'est le générique de l'émission, pardon. Oui. Non, je me demande pas les 4 saisons qui débarquent. Ne quittez pas, Jean-François Copé va vous répondre. Alors... Vous avez demandé Jean-François Copé. Il s'est allongé sur le divan de Marc-Olivier Fogel. Alors au début, le ton de la conversation est plutôt détendu. Ça fait 18 mois qu'on ne vous a pas entendu, qu'on ne vous a pas vu, Jean-François Copé. Ça vous a fait du bien? Ça m'est apparu indispensable de choisir le silence. Pour quelqu'un qui parlait tout le temps, ça fait drôle. Alors oui, ça fait drôle. Mais alors évidemment, l'homme est assez habile pour user de petites phrases. Alors vous allez l'entendre dire j'ai pris cher, je suis devenu la caricature de moi-même, ou encore l'excès de confiance, c'est le pire ennemi. Bon, on lui accorde quand même du crédit, surtout quand il dit avoir vécu ce départ du parti de façon violente. On sait comment ça s'est passé. D'autant qu'à cette période, il avoue que les ennuis se sont multipliés pour lui. Sa maman est hospitalisée pour un grave problème cardiaque. Elle a été d'un courage incroyable. Et je me suis dit, mais on va tous tomber, quoi. On ne voyait plus la fin du tunnel. On est allé chercher dans les profondeurs de nous-mêmes, dans la famille, là, pour tenir. Et, c'était fou. Alors, pour tout vous avouer, je pense que ça sera un des rares moments de sincérité de toute l'interview, en fait. Et alors, c'est pas la faute de Marc-Olivier Fogel qui a multiplié les efforts pour tenter de lui faire lâcher ce discours politique. L'homme reste un animal politique. Et la preuve, il dit par exemple d'un côté avoir touché la haine du doigt face au cadre du parti. La phrase est forte, Et dans quelques secondes après, il dit « Les relations se sont apaisées avec tout le monde ». D'accord. Donc, bon, voilà. Quant à la suite, il répète qu'il est innocent par rapport à l'affaire Big Malion et qu'il ne se pose pas la question de la primaire. Alors eh bien, je dois vous avouer que j'ai du mal à y croire. J'arrête la langue de bois. Oui, c'est ça. Oui, c'était il y a 10 ans, c'était en 2006, exactement. Voilà. C'est vrai. Et ben, voilà. On attend la promesse. Quand est-ce qu'il se rase, Marc-Olivier? Ça lui va pas, cette barbe. Okay. Ah, il a une barbe aussi, Oui, il a une petite barbe. Il se laisse pousser. Il paraît qu'il écoute beaucoup Europe Europe 1. Donc, voilà. Marco, si tu peux te raser, ça fera plaisir à ta copine Julie. Voilà. Et on l'embrasse. Je l'ai déjà dit, attends. mais il m'écoute pas. Ça va sinon la famille, tout ça, la belle?
laisse, tant mieux. Allez, le divan sur France 3, c'est à 22h30, présenté par Marc-Olivier Fogiel, dit le barbu, avec Jean-François Copé, dit la maigrie. Rideau sur le kiosque.